Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais t'expliquer quel contenu on va continuer à faire sur cette chaîne, répondre à quelques questions évidemment. Et cette vidéo, sache qu'elle n'a pas pour but de ranker ou de se positionner sur un terme de recherche. Elle a pour but que je m'adresse à toi directement en tant que viewer, si tu es déjà abonné à cette chaîne YouTube. Et on reprendra les contenus d'éducation qui ont pour but de se positionner ou de répondre à des questions très précises, évidemment, par la suite et dans les semaines qui suivent. Et je l'espère de manière très stable. Je vais commencer direct par la conclusion de cette vidéo parce qu'on n'a pas de temps à perdre sur YouTube. Et ensuite, je traiterai quelques questions qui reviennent souvent parce que, bon, bah, mine de rien, j'ai pas eu d'activité sur cette chaîne depuis un moment, quelques mois. Mais les vidéos continuent de tourner et je continue à recevoir des questions, certaines qui se répètent et pour lesquelles je vais y répondre aujourd'hui. Donc le but, c'est de se faire une discussion entre toi et moi, tranquille. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et je vais commencer, comme je te disais, par deux conclusions. La première, c'est que pour les prochaines vidéos, on va moins se prendre la tête sur la qualité visuelle du contenu. Je te dis ça parce que je me suis beaucoup mis la pression. Alors bon, ça vient par le fait qu'on se compare beaucoup, mais je me suis beaucoup mis la pression sur la qualité visuelle du contenu, ce qui a créé chez moi un blocage, qui n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai arrêté de faire du contenu ou fait une petite pause pendant un moment. Évidemment, il y en a d'autres, on les traitera un petit peu plus tard. Mais c'est une raison quand même parce que, mine de rien, ça demande une rigueur de malade de faire du bon contenu et de se concentrer sur l'information. Mais quand en plus de ça, tu ajoutes une vraie qualité sonore, une qualité visuelle, si tu regardes mes dernières vidéos, il y a un effort de malade qui a été fourni sur le montage. J'ai deux points de vue, donc deux caméras quasi pro, là je suis en train de filmer avec mon iPhone, je suis refait, hein. Mais deux caméras avec vrai objectif, etc., qui font que je peux pas lancer ma vidéo en un seul clic, et qui font aussi que là par exemple, bah voilà, ça fait 3 mois que je suis en voyage, on a fait le Mexique, Costa Rica, là je suis au Panama en ce moment, je peux pas trimballer mon matos, ma lumière, etc., et en fait ça me met une pression où je me dis, bah tiens, ça fait chier de de balancer un contenu sur YouTube qui est moins quali que l'ancien, et en fait je me voile un peu la face parce qu'on est sur une chaîne qui est technique, qui a pour but de donner de l'information et des réponses concrètes à des questions qui sont peu répondues sur le marché, e-commerce, Shopify, optimisation CRO, et qu'il faut que je me concentre sur le contenu et l'information. Donc c'est la première grosse conclusion qu'il va y avoir par rapport à cette vidéo, c'est que toutes les prochaines vidéos seront vraiment concentrées sur le contenu pur et moins sur le visuel. Donc ce sera des slides, même des Google Docs, j'ai envie de dire, je m'en fous de la mise en forme à partir de maintenant. Je veux juste qu'on mette toute notre attention sur la qualité de l'information qu'on va te transmettre. Deuxième conclusion, c'est le type de contenu qu'on va créer sur cette chaîne, parce qu'il y a eu de tout. J'ai commencé à créer mon business il y a quelques années via cette chaîne YouTube, donc il y a encore des vieilles vidéos qui parlent d'email, qui parlent de HTML, enfin de développement web global, sans parler même de Shopify, parce que je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Donc cette chaîne, sache qu'à partir de maintenant, elle sera réservée à du contenu avancé sur l'optimisation de boutiques e-commerce et tout ce qui tourne autour. Tu sais qu'on a une agence de CRO depuis plus de 2 ans maintenant, sur laquelle on accompagne à peu près 25 clients de manière mensuelle et sur lequel on est passé sur plus de 100 sites e-commerce en 2022. On maîtrise bien notre sujet, on maîtrise bien des notions qui vont bien au-delà de la partie développement pur, qui sont liées à de l'analyse de données, du marketing, du growth, et bref, tout ce qu'on fait tous les jours sur l'agence, y compris de l'A/B testing évidemment. Donc on va parler de ces sujets-là, donc de l'A/B testing, du fait de diviser ton trafic en 2 parties pour tester des composants qui est selon moi, selon nous, voire c'est la vérité, la seule et unique manière d'optimiser un site avec méthode, en étant sûr et certain de ne pas abîmer les performances actuelles de la boutique. On va parler d'analyse de données parce que c'est lié à l'A/B testing, c'est-à-dire qu'avant de tester quelque chose, vu que tu peux faire qu'un test en même temps sur une boutique, eh bien il faut savoir quoi tester. Et pour savoir quoi tester, il faut savoir quoi... il faut avoir des idées, il faut savoir aussi évidemment les prioriser et les mettre en haut de la pile en fonction des données que tu récupères, en fonction des audits plus approfondis que tu vas faire, parce que la donnée c'est une source d'information. Tu as plusieurs types de données par rapport au recording d'utilisateurs, au heatmap, au parcours de ces derniers, au taux de scroll ou aux événements, aux flux que tu vas récupérer sur Analytics. Tu as des données que tu récupères aussi depuis les régies publicitaires, donc on parlera de ça. On parlera de tracking parce que c'est lié purement à l'analyse de données et évidemment c'est lié, comme on le disait, aux A/B tests, parce que grâce à du tracking,
on récupère notre donnée dans l'A/B test, mais grâce au tracking, on vérifie qu'on s'appuie sur de la donnée qui est accurate, qui est pertinente et qui n'est pas faussée, ce qui arrive souvent. Et puis il y a des gros sujets en ce moment sur le tracking, si tu fais du media buying ou si tu baignes dans le e-commerce Shopify, notamment avec les questions de server-side, parce qu'il y a beaucoup de pertes de données. Alors il y a plusieurs problèmes, mais on va dire le problème numéro 1, c'est le fait qu'on ne récupère pas assez de données liées notamment au iOS 14, etc. Et le deuxième gros problème, c'est que sur cette donnée, il y a de la perte sur les solutions comme Analytics ou même via tes régies publicitaires. Et on a des solutions aujourd'hui pour combler cette perte. Et puis, on parlera d'audit et d'analyse technique qui regroupe évidemment cette partie analyse de données, tracking. L'A/B test, c'est plus la conclusion, mais c'est plus de quelle manière on analyse un site, qu'est-ce qu'on regarde et où est-ce qu'on va aller chercher de l'impact et du résultat sur lequel on pourra s'éclater à faire des audits de marques réelles qui tournent, vous partagez des marques avec lesquelles on bosse potentiellement évidemment en accord avec les clients. Pour l'instant, c'est pas forcément défini, mais c'est juste des idées et c'est juste pour te dire sur quoi va tourner cette chaîne parce que si tu t'attends par exemple à du contenu sur des tutoriels Shopify comme on le faisait avant, vu que c'est des choses qui visent plus un public qui est assez débutant, peut-être qu'on en refera, mais on n'en refera pas sur cette chaîne. On utilisera peut-être, voire même très probablement, la chaîne du thème full stack, qui est un autre produit, et ça aussi, j'en parlerai juste après. Voilà, tu as pris tout ce que tu avais à prendre de cette vidéo. Maintenant, je vais quand même traiter quelques questions-réponses, parce que comme je te disais, j'en reçois beaucoup. Donc si ça t'intéresse, on reste ensemble, et puis pose-toi, et je vais y répondre. Et si ça t'intéresse pas, on se retrouve dans les prochaines vidéos sur lesquelles on va commencer à retraiter de sujets très importants. Aujourd'hui, je crois que la prochaine parlera des refontes, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Ensuite, on parlera des boutiques multidevises internationales, puis on rentrera un peu plus en détail dans des stratégies CRO qui concernent ce qu'on fait littéralement tous les jours. Ok, alors si c'était tout pour toi, je te dis à toutes. Si tu es encore là avec nous, on continue. Alors, est-ce qu'on fait des microservices? Ça, c'est la question que je reçois le plus souvent. Salut Thomas, est-ce que tu peux m'aider sur un tuto Shopify, etc. Déjà, sache qu'on ne fait pas de support sur tous les tutoriels Shopify qui ont été créés sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je sais que ces tutos Shopify ils marchent tous encore, mais ils marchent sur 80% des thèmes. Si tu fais partie des 20%, sache que la plupart de tes réponses se trouvent dans le fait que ton nom de fichier a sûrement changé et donc n'est pas le même, parce qu'on a eu des product template.liquid qui ont été renommés dans des main product.liquid, etc. Mais globalement, la structure elle est la même et ton problème ne se joue pas à grand chose. C'est juste que c'est difficile de faire du personnalisé et ça prend un temps fou. Et on ne fait pas de microservices, donc de petites interventions de développement sur l'agence. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on est une agence d'optimisation. On a un gros pool de développeurs, mais qui prend beaucoup de place dans l'agence. Mais ces développeurs sont destinés à mettre en place des solutions, des A/B tests et de l'optimisation pour nos clients qu'on accompagne mensuellement. Et c'est difficile pour nous de faire des petites missions très personnalisées, de gérer des retours et de faire du one-shot aussi sur des petits services, parce que ça défocus toute la team technique et même notre team à nous, parce qu'il n'y a pas que le service en lui-même, il y a toutes les communications qui vont autour. Bref, ça sort de plein de process qu'on n'a pas mis en place et qu'on ne veut plus mettre en place. Donc, c'est toutes les raisons pour lesquelles on ne fait pas de microservices. Voilà. J'ai envie de dire, il y a quelques cas très spécifiques sur lesquels on fait un peu de développement, sur des besoins très précis avec des clients qu'on connaît bien, mais je préfère dire qu'on n'en fait pas. Est-ce que je reprends les tutoriels Shopify? Comme je t'ai dit, on va pas les reprendre, en tout cas pas sur cette chaîne. Je reprendrai sûrement sur la chaîne du thème, parce que c'est des vidéos qui marchent bien. Ça fait partie des vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne YouTube, qui m'ont fait connaître sur le milieu du e-commerce Shopify pendant un moment et qui marchent encore très bien. Donc j'aime bien ce format. En plus, c'est des vidéos que je peux tourner facilement. Je pouvais tourner 3, 4, 5 vidéos dans la même journée. Donc j'en referai sûrement, mais elles seront plus destinées au thème full stack, parce qu'elles s'adressent à la cible que vise le thème full stack. Évidemment, on reste à faire du business sur YouTube et on utilise le contenu comme une solution d'acquisition. Qu'est-ce que fait The Deployer? Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais. Alors, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais parce que mon contenu a beaucoup évolué ces dernières années et j'ai testé plein de trucs, que ce soit des formations, des thèmes, plein de sujets différents, jusqu'à arriver à créer et monter une agence CRO. On parlera de ça un petit peu plus en détail, il y a d'autres questions qui résident là-dessus. Mais The Deployer, grossièrement, c'est une agence d'optimisation de site e-commerce. Donc, on arrive avec une vraie méthode pour améliorer les performances on-site, donc taux de conversion, rétention, panier moyen, taux de lead, page par session,
session, etc. On prend n'importe quel KPI, données récoltées sur un site e-commerce, et notre but c'est de l'améliorer. Pour ça, on a une méthode qui est prouvée, qui est dite scientifique, sur laquelle on passe par un process très précis d'analyse, heuristique, UX, analytique, pour lister plein d'idées d'amélioration et hypothèses qui sont fondées, et évidemment qu'on va A/B tester, donc on va à chaque fois diviser le trafic en deux parties, 50% va voir la fonctionnalité et 50% va être confronté à l'expérience actuelle, pour voir si dans les mêmes conditions externes, etc., eh bien on arrive à aller chercher plus de rentabilité sur le site. On est concentré à 200% sur le site, on ne fait pas d'acquisition, on ne fait pas d'email, on ne fait pas de logistique, on ne fait pas tout ce qui est autour, on se concentre à fond sur le site, mais ça nous demande de bosser main dans la main, très généralement avec les personnes qui s'occupent du media buying et des emails, parce que évidemment on dépend du niveau d'éducation des utilisateurs, et ça on doit bien le comprendre parce que les marques avec lesquelles on bosse ont souvent plusieurs sources de trafic, du SEO aux différentes régies publicitaires, et toi tu dois adapter ton discours en fonction de ces régies-là, et même à l'intérieur de ces régies-là tu dois diviser ton trafic parce que les créas sur lesquels cliquent n'ont pas le même discours, le trafic n'est pas éduqué de la même manière, et toi les performances que tu génères on-site dépendent de ça. Et évidemment ce qui se passe après sur la partie emailing, globalement je sais pas, pour récolter plus de leads, convertir plus de trafic de la part des mails ou personnaliser un petit peu plus l'expérience des utilisateurs sur les mails. Globalement c'est ce qu'on fait, on s'adresse à une typologie de marque qui est quand même assez évoluée, on demande 1000 transactions par mois minimum, parce qu'on a besoin de données pour faire des tests, et parce que techniquement, ce qu'on dit avant, c'est que si tu n'as pas coché ces cases-là, vaut mieux que tu te concentres beaucoup plus sur la partie acquisition et que tu stabilises ton trafic, comme ça après on pourra vraiment passer à des itérations sur le site. Donc on dit que voilà, avant c'est les fondations, et après tu as le droit de faire de l'itération et de l'A/B testing, et nous déjà d'une c'est là-dessus qu'on s'éclate un petit peu plus, et on a besoin de données pour travailler. Quelles sont les problématiques rencontrées lors de la création d'une agence de CRO? Alors là, je vous préviens, je vous fais un petit teasing, ça peut être une question dans laquelle je parle pendant 40 minutes, 50, je dirais 2 jours. J'ai quand même noté 3 réponses, j'ai la tablette avec moi, j'ai essayé de préparer un tout petit peu cette vidéo, même si je vais la tourner en one shot. Des problématiques quand tu crées une agence CRO, il y en a plein. Pourquoi? Parce que des agences CRO, il n'y en a pas. Je dirais que c'est la première problématique numéro 1. Il y a des agences CRO aux US, dans d'autres pays peut-être. En France, il y en a très peu. Nous, on a créé l'agence CRO en partant d'un cœur de métier de développement, parce qu'on est capable de faire n'importe quoi sur Shopify. Tout ce que tu as déjà vu sur un site e-commerce, on est capable de le faire. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ça, c'est vraiment notre grosse force. Et après, on a navigué, transité naturellement vers du CRO pour donner du sens aux composants qu'on créait et être sûr que ces composants apportent du résultat. Évidemment, être sûr qu'on ne crée pas des composants qui apportent un résultat négatif aux clients. D'autres agences CRO se sont créées parce que les personnes avaient un cœur de métier qui était lié au growth, à l'acquisition généralement, qui maîtrisent bien le marketing et le e-commerce, qui ont plein de bonnes idées, mais qui sont moins capables de les tester ou de les mettre en pratique, parce que ça demande des compétences techniques et une bonne connaissance de la donnée et des notions mathématiques pour donner du sens à cette donnée et savoir quand s'appuyer dessus ou non. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, sur ce qu'on doit maîtriser. Je vais plus rentrer en détail sur les problématiques. Vu qu'il n'y a pas d'agence, typiquement tu prends le parallèle avec toutes les agences SMMA ou de gestion de comptes publicitaires, il y en a beaucoup et il y a beaucoup de ressources dessus, même en France. Donc ici déjà, on était obligé d'aller piocher de l'information aux US. Ensuite, c'est très difficile d'avoir de l'info sur la manière dont on structure et on gère une agence CRO, parce que tout le monde a un peu des process qui diffèrent, même s'il y a une marche à suivre qui est commune. Les cibles diffèrent, parce que nous on est spécialisé sur Shopify et sur du e-commerce, donc déjà tu fais un petit tri. Et on a dû un peu créer notre propre chemin de A à Z, ce qui fait qu'on a une agence qui a mis du temps à démarrer, une croissance qui est assez lente et qui bondit quand même beaucoup plus depuis fin 2022, début 2023. Donc on est content sur cette partie-là. Maintenant je réponds direct à la question, je te donne 3 points. Je dirais que la problématique numéro 1, c'est que pour créer un service complet sur une agence CRO, il faut manier beaucoup de corps de métier. Donc nous on avait une base technique, une bonne connaissance du e-commerce, parce qu'on a fait plein de tests, on a créé plein d'expériences et on suivait beaucoup de sites. Bon, aujourd'hui ça fait 2 ans qu'on lance une dizaine de tests par semaine, on en lance même beaucoup
plus proche d'une quinzaine en ce moment par semaine, donc on apprend beaucoup de choses, on apprend très vite. C'était pas le cas avant et ça s'est fait au fur et à mesure, donc il fallait déjà maîtriser beaucoup de corps de métier, comme je t'ai dit, parce qu'il faut comprendre les stratégies d'acquisition, les différents niveaux d'éducation des prospects. Il faut arriver à lire un taux de conversion, parce que si tu lis ton taux de conversion global sur Shopify, tu n'apprends rien et tu tires encore une fois aucune action. Donc généralement, ce taux de conversion-là, il inquiète tout le monde, mais on n'a aucune conclusion à en tirer. Donc il faut comprendre ton taux de conversion par source de trafic, par créative, par produit, etc., etc. Pour savoir où est-ce qu'il y a un problème. Il faut comprendre les flux de trafic, donc il faut savoir retourner Analytics dans tous les sens et tirer de l'information qui est pertinente. Il faut savoir développer, mais il faut savoir développer sous forme d'A/B testing. Par exemple, nous, on ne recherche plus des développeurs front-end Shopify. On recherche des développeurs front-end Shopify qu'on forme aux stratégies d'A/B testing, parce que quand tu crées un composant et que tu développes un composant sur une agence CRO, il faut penser aux tests que tu vas faire, parce qu'il ne faut pas abîmer la version actuelle du site. Et ça demande une logique qui a quasi rien à voir avec du développement classique où tu fonces bêtement et méchamment dans le composant et tu le remplaces ou tu crées un nouveau. Parce qu'on peut toujours et on doit toujours pouvoir revenir en arrière si le composant ne marche pas. Il faut pouvoir tester, donc savoir comment marche un A/B test, qu'est-ce que la signification statistique, les biais évidents auxquels sont soumis tous les prospects et clients dans ton expérimentation. Et évidemment, tout ça, il faut savoir le coupler, bien le designer et le communiquer à ton client. Donc on a eu beaucoup de mal là-dessus pour aussi arriver à commencer à processiser, je dis pas qu'on a fini, tous ces corps de métier-là et les faire fonctionner ensemble sans devenir une agence 360, en étant toujours une agence concentrée à 100% sur le site. Donc ça, c'est un gros challenge. Deuxième challenge, c'est que conseiller, c'est bien, mais il faut apporter du résultat. Donc c'est super facile, et ça on en voit beaucoup sur YouTube ou ailleurs, de dire à une marque, ajoute un sticky add to cart sur ta page produit, ou supprime ta page panier, mets un panier coulissant qui s'ouvre sur le côté, rends ta barre d'annonce cliquable, fais une offre sur la quantité, mets des bundles, crée une réduction de 20% toute l'année sur ton prix. Bref, je prends des extrêmes. Mais nous, on a la preuve que tout ça, et tous ces mythes, et tout ce qui a été recommandé comme des bonnes pratiques et à faire sur le e-commerce, ça ne marche pas tout le temps. Voire même, dans la plupart des cas, ça apporte zéro résultat. Parce que c'est des généralités. Et parce que les optimisations que tu dois faire sur une boutique, elles doivent être propres à cette boutique et à la donnée que tu as récoltée dessus. On s'est même rendu compte que pas même site, mais deux sites qui vendaient le même produit à la même cible avaient des données qui étaient différentes et une manière pour le trafic de réagir qui était différente, et parfois un composant marchait sur l'un et un composant marchait pas forcément sur l'autre. Donc toutes nos analyses sont propres à la boutique et les optimisations sont propres à la boutique. Parfois on va tirer une conclusion dans laquelle, je prends encore un autre exemple, il est bon de zapper l'étape de panier, donc de faire un direct to checkout. Ça, je sais que c'est en optimisation de conversion, il y a plein de gens qui arrivent chez moi. Ouais, allez, let's go, faut supprimer l'étape de checkout, on va faire 20% de conversion en plus. Ok, on l'a testé 50 fois, ça marche pas. Sauf une fois. Une fois parce que ça a été fondé. On savait qu'il y avait des problèmes sur la partie panier. Le public était très âgé. On l'a vu sur les screens. Et on a eu plus de résultats en zappant cette étape-là. Peut-être qu'on en aura à l'avenir aussi plus en réparant les problèmes qu'il y avait à l'intérieur du panier, mais on simplifiait tout le funnel pour ce public, cette typologie de produit. Pour les autres, ça n'apporte pas de résultats. Donc, testez bien, faites des expérimentations qui sont propres à vous et sachez qu'il n'y a pas de généralité. Nous, on a essayé de croire ces généralités-là pour les implémenter chez nos clients et ça ne marche pas. Okay, c'est pas là que tu vas chercher du résultat, tu vas chercher du résultat en ayant des hypothèses qui sont fondées et qui sont propres aux données que tu récupères chez ton client. Donc c'est dur parce que apporter du résultat, c'est vraiment pas facile. Augmenter un taux de conversion, sincèrement, c'est pas facile. Alors certes, il y a des personnes, et on récupère beaucoup de personnes qui partent de très loin, sur lesquelles il y a des bases ou du bon sens qui ne sont pas respectées. Hein. Évidemment, tu divises ton prix par deux, tu vas augmenter ton taux de conversion. Maintenant, on pilote aussi à la rentabilité et il y a plein de choses qui ne sont pas très évidentes et pour lesquelles on doit aller creuser très profondément pour aller chercher du résultat. Et on a plein d'exemples de clients pour lesquels, alors pour la plupart, on apporte du résultat dans les 3 premiers mois. Pour d'autres, on a des exemples extrêmes sur lesquels on met 6-7 mois à commencer à apporter du résultat, parce qu'on met 6-7 mois d'expérimentation pour bien comprendre comment réagit le trafic et cocher et avoir une bonne image de ce trafic-là.
Par contre, évidemment, après 6-7 mois, on apporte du vrai résultat parce qu'on a compris comment l'utilisateur fonctionne et on a drivé ses optimisations autour de lui par la donnée. On a une meilleure picture de ce qui se passe. Enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. J'ai juste qu'apporter du résultat, c'est difficile et qu'il n'y a pas de généralité. Troisième point, c'était que le développement, c'est coûteux. Ça, c'est une grosse problématique qu'on a quand même bien réglé dans l'agence. Tu vois, on a nous tous un corps technique. Bon, maintenant moins parce qu'on a recruté une UX il n'y a pas longtemps. Mais à la base, on est 4 dans la boîte à avoir un corps technique. Moi, je fais plus de technique du tout parce que mon rôle, c'est de faire de l'acquisition et de la strat. Maxime, qui bosse avec moi, qui est mon associé sur l'agence, fait encore un petit peu de technique, mais son rôle, c'est d'optimiser le service. Donc, moins il en fait, plus le service évolue. Mais on a quand même Lucas et Younes qui sont full-time sur la technique. Et donc, le développement, c'est la partie la plus coûteuse de la boîte. D'autre part, quand tu es bon en développement sur Shopify et que tu accompagnes une boîte qui a des problématiques quotidiennes dans du développement, eh bien tu peux vite dévier de ta méthode parce que tu vas te manger toujours des types de tâches qui ne sont pas liées à de l'optimisation, qui sont liées à de la maintenance parce qu'on va avoir besoin de toi sur certains points parce que tu es capable de tout faire. Donc nous, on a eu un gros problème pendant longtemps pour différencier ces deux types de tâches, les intégrations quotidiennes, les choses qui sont liées à du tracking, où le client final a peur d'y toucher, et où nous, évidemment, on a l'habitude de traiter ça tout le temps, donc on s'en occupe. Et évidemment, ça prend le dessus, ou parfois, c'est difficile de le gérer en parallèle de tes optimisations ou du développement que tu fais pour aller chercher plus de perfs sur la boutique. Et parfois, c'est tout aussi important pour le client final de régler ce problème de tracking ou autre, quand toi, tu avais déjà prévu de faire des optimisations. Donc bref, le développement, c'est le truc le plus coûteux. Outre le fait qu'il y a des tâches qui varient et que tu te retrouves à devenir un peu le bras droit, le bras sur lequel, ou l'épaule sur laquelle on se repose quand il y a des problèmes techniques, il y a aussi une partie où il faut optimiser le temps que tu passes en développement. Ça part par le fait de bien définir tes tâches, c'est-à-dire qu'avoir une hypothèse d'amélioration fondée, c'est bien. C'est ce qu'on va chercher dans la partie audit stratégie. Admettons qu'on arrive à la conclusion de tester un stick add to cart. Mais maintenant, ce stick add to cart, il peut avoir plein de fonctions. Il peut avoir un sélecteur de variantes à l'intérieur, un titre. On peut remettre des informations qui sont liées à de la preuve sociale à l'intérieur. On peut mettre plein de trucs. Il y a beaucoup de types de stick add to cart qui vont fonctionner différemment d'une boutique à une autre en fonction des conclusions que tu tires. Et ça, il faut le définir avant d'attaquer le développement. Ça peut paraître basique, hein, mais c'est quelque chose qui est toujours compliqué parce que d'une, tu dois t'adapter au branding de la boîte. De deux, tu dois anticiper les retours avant que le développement soit créé. Et tout ça, ça coûte beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je disais, qu'on a fait rentrer une UX dans la boîte pour nous aider à déterminer tout ça. Donc, on a toujours des problématiques évidemment de rentabilité parce qu'on aimerait tirer plus de profit du développement qu'on passe et on passe beaucoup de temps à développer. Mais c'est d'un autre côté la grosse force de la boîte parce qu'on est capable de tout faire. Pourquoi tu as arrêté les vidéos pendant quelques mois? Alors, je te disais, au tout début de cette vidéo, là, il y a une raison qui est quand même forte, c'est le fait que je me mettais beaucoup la pression sur la qualité du contenu visuel. Parce que je voulais que ça claque. Parce que je me compare naturellement aux autres contenus qu'on trouve sur YouTube, de personnes qui ont potentiellement beaucoup plus de temps à investir sur cette création de contenu, et naturellement beaucoup plus de budget avec des équipes qui sont spécialisées sur la partie scripting, montage, miniature, enfin bref, décor. Moi, je bouge beaucoup, je voyage pas mal, et je peux pas faire ça. Donc, par contre, j'apprends plein de choses. Et on teste, à force de balancer des dizaines de tests par semaine sur des gros shops e-commerce, on a beaucoup de trucs à balancer. Je te prends mon doc d'idées de contenu, peut-être que j'ai 50, 70 idées de contenu que je peux te tourner demain et que je peux balancer sur YouTube. Et je me bloquais déjà par rapport à la qualité visuelle alors que j'ai le contenu. Et que ce qui compte au final, c'est l'info que je vais te balancer. Premier point pour lequel j'ai stoppé pendant un moment. Deuxième point, c'est que ça prend beaucoup de temps. Tu peux pas l'inventer. On est en train de scaler et de construire une agence CRO pour laquelle il n'y a pas de plan. Et on est obligé de tout faire au fur et à mesure autour de notre client, en adaptant notre service, en se plantant, en faisant rentrer plus de clients, en débordant la team, en revenant en arrière, en ayant des problèmes de rentabilité. Enfin bref. Il y a plein de problématiques quotidiennes qui sont liées à la gestion de ta boîte, qui font que c'est encore plus compliqué quand ça n'a pas été fait avant. Et donc, naturellement, on a pris beaucoup de temps pour se concentrer là-dessus et se structurer.
Maintenant, il n'y a pas de règle, il y en a qui réussissent plus vite, d'autres qui mettent plus de temps. Nous, on sait qu'on est inarrêtable et qu'on est très bon dans la qualité du service qu'on propose et le résultat qu'on offre à nos clients. Mais naturellement, c'est du temps que je ne pouvais pas investir sur YouTube. Autre point, je crois que j'avais noté un truc, c'est que le monde a beaucoup évolué. Sur ces X derniers mois, je crois que ça fait 5-6 mois, hein, c'est pas non plus énorme, que j'ai arrêté de faire des vidéos, où j'ai fait cette petite pause, et il s'est placé plein de trucs. Alors il y a un gros sujet qui est lié à la remontée de données, et à l'accuracy de cette dernière, donc toutes les solutions server-side, j'ai l'impression qu'il y en a qui poussent tous les jours, c'est vraiment un truc de fou. Il y a plein de solutions qui bougent sur la création de shops multilangues, multidevises avec Shopify Markets Pro, etc. Plein d'updates de Shopify qui arrivent aussi également, sur lesquels nous on est moins sur la technique maintenant, on est beaucoup plus sur la stratégie, sur le contenu que je vais te balancer, mais j'ai pas envie que mon contenu devienne obsolète. Et ça, c'est la plus grosse peur que j'ai, c'est-à-dire que je dois absolument réfléchir sur mon contenu, vu que c'est un contenu que je veux balancer sur YouTube et qui a pour but de ranker en SEO et donc d'être disponible sur des thèmes de recherche. J'ai pas envie que mon contenu soit inexploitable ou faux d'ici quelques mois. Et il y a plein de sujets que je peux pas traiter. Typiquement, la donnée, ça bouge tellement que je peux pas te faire une vidéo tout de suite sur la donnée parce qu'elle risquerait d'être obsolète dans un mois. Je peux répondre à tes questions à court terme, et c'est ce qu'on fait avec nos clients. Par contre, on est prêt à désapprendre chaque mois, voire même chaque semaine, tout ce qu'on sait sur la donnée, parce que les solutions bougent beaucoup. Et on est obligé de s'adapter en continu. Donc tant que c'est le cas, typiquement, je ne peux pas trop faire de vidéos sur la donnée, ou surtout sur des solutions qui concernent la donnée ou la remontée de données, parce que ça bouge trop. Je prends un autre exemple avec ChatGPT. Avant, on avait une grosse fiche d'emploi, une fiche de poste, pardon, on recrutait un copywriter. Et au final, on a priorisé le fait d'avoir une UX qui nous rejoigne dans la team parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des outils qui nous assistent pas mal pour... Alors, c'est dans notre cas, c'est pas dans le cas du taf ou du cœur de métier du copywriter qui va rédiger des grosses pages de vente, des séquences d'emails et aller beaucoup plus loin. Mais nous, dans notre cas, par exemple, quand on fait des landing pages pour des clients ou qu'on divise et qu'on a besoin d'un petit peu d'infos ou du contenu, vu qu'on connaît par cœur sa cible, les objections qui freinent l'utilisateur à l'achat parce qu'elles sont liées aux conclusions qu'on tire dans l'audit, en fait, on a plus besoin de quelqu'un qui sait donner un bon contexte à ChatGPT et écrire des bons prompts, plutôt qu'un copywriter qui coûterait déjà une blinde, sur de l'argent qu'on pourrait investir sur un UX et qui va nous aider sur des tâches qui sont très très bien identifiées, et en fait pour lequel on peut simplement le former à bien utiliser ChatGPT ou bien donner du contexte, et en fait on arrive à faire ce qu'on veut. Et ça aussi c'est une grosse évolution, parce que quand tu veux créer du contenu ou en créer plein de sujets, je pourrais te parler de copywriting pendant longtemps, du moins du copywriting qui est lié à notre métier, au monde du e-commerce et aux itérations qu'on fait sur du contenu en e-commerce. En fait, aujourd'hui, les besoins qu'on avait sont plus les mêmes. Les besoins qu'on avait sont plus les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui, parce que tu as des outils qui viennent t'assister vraiment beaucoup dans la création, voire même évidemment dans le développement, parce qu'il y a ChatGPT, mais il y a Copilot qui écrit ton code à ta place, genre il capte ce que tu es en train de faire, enfin bref, c'est un truc de malade. Autre raison pour laquelle du coup j'ai préféré mettre en pause et prendre un peu de recul sur le contenu, c'est parce que ça bouge beaucoup et j'ai pas envie que mon contenu devienne obsolète, parce que les solutions, les moyens de faire, etc. changent et on se doit d'être à jour. Donc je te balancerai encore une fois dans la suite de cette chaîne et des prochaines vidéos du contenu qui a pour but de rester dans le temps et qui sera vrai pendant au moins une année ou deux, quoi, même si c'est chaud. Et évidemment, comme je le disais, la croissance de l'agence, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas le choix, ça prend du temps et il y a un moment, il faut faire le taf. Même si moi, par exemple, je fais, moi et Max et moi, pardon, on fait moins de taf sur la partie client en elle-même, on est toujours présent sur de la strat et on a plein de sujets liés au système, au process qu'on est en train de mettre en place, et dans ce cas-là, par exemple au contenu, que ça reste du temps qu'on passe à l'optimisation, à la croissance de l'agence et évidemment des clients, parce qu'on fait de l'optimisation aussi, bref. Next. Est-ce que tu as 3 astuces d'optimisation de site e-commerce ? Alors c'est toujours la même chose, je refuse beaucoup d'appels sur Calendly, je suis désolé, il y a un lien pour réserver un appel juste en dessous si tu es une marque qui a un minimum de transactions par mois et qui le fait de manière stable, je te conseillerais toujours, mais je refuse les appels de marques qui ont peu de transactions et qui doivent encore se concentrer sur l'acquisition. J'explique tout le temps pourquoi, mais c'est souvent la même raison, c'est parce que les fondations ne sont pas cochées. Alors, les fondations, c'est toujours quelque chose sur lequel tu continues d'itérer avec le temps, mais
si tu n'as pas ça, c'est difficile de faire de l'optimisation sur un site e-commerce parce qu'on va devoir remettre en question ses fondations, là où nous, on pourrait se concentrer sur des fuites de trafic parce qu'il arrive de manière stable et parce que la preuve de marché est présente. Donc je dirais la première base, c'est tes fondations. Mais les fondations, j'en parle dans pas mal de vidéos, c'est ta proposition unique de valeur, c'est les éléments de base qui concernent ton produit, c'est tes visuels, ton copywriting, etc. Je suis assez vague, mais je vais répondre à la question. 3 astuces d'optimisation e-commerce, outre, je dirais, la partie fondation. La première, c'est les landing pages. Parce que, typiquement, exemple basique de 90% des marques qui se lancent en e-commerce, elles vont avoir un produit ou plusieurs produits et elles vont faire de l'acquisition sur Facebook Ads. Peut-être pas 90%, mais bon, en tout cas, la plupart des marques avec qui on parle et avec qui on bosse ont commencé par un canal d'acquisition qui est Facebook Ads. Sur Facebook Ads, tu fais quoi? Tu vas lui donner de la variation, c'est-à-dire que tu vas lui envoyer un maximum de créa avec des angles différents et puis Facebook Ads va concentrer son budget sur le bon angle ou les bons angles et t'envoyer du trafic de plus en plus qualifié parce que tu éduques son pixel, etc. Enfin bref. Le problème, c'est que tu rediriges tout ton trafic au même endroit, sur une page qui a bien souvent un discours qui est assez généraliste, qui n'est pas propre aux angles que tu testes dans ta publicité et qui fonctionnent ou pas. Et parfois, on se rend compte qu'on a même des angles qui pouvaient fonctionner sur la publicité, sur lesquels Facebook a décidé de ne pas leur attribuer de budget parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'ils n'attiraient pas assez de revenus. Et donc, il a concentré son budget sur des meilleurs angles. Malheureusement, la performance de tes pubs sur Facebook ne dépend pas seulement de ta créative. Elle dépend aussi de toutes les étapes qui se passent par la suite et bien souvent, les gens l'oublient. Et c'est redoutable le fait, crois-moi, d'aligner un discours avec une créative. Et beaucoup plus que tu le penses. Donc généralement, alors nous on fait plus de tests sur des petites boutiques, mais c'est des choses qu'on met en place sur des boutiques qui ont quand même beaucoup de budget, qui sont balancés tous les jours sur Facebook. Et vu qu'elles redirigent tout leur trafic sur la page d'accueil, sur la page collection, sur un produit en particulier, en fait ce qu'on fait c'est qu'on audite toutes les créas, tous les angles différents qu'il y a sur le trafic, enfin tous les angles différents qui sont balancés sur Facebook, et puis ensuite on va créer des pages avec un discours qui est vraiment aligné à ces créas-là pour conserver de la cohérence et surtout coller à chaque fois un funnel qui est propre au niveau d'éducation de l'utilisateur. Donc ça peut être pour les utilisateurs sur de l'acquisition très froide, mais ça peut être souvent, généralement, une branche de l'acquisition très froide sur des angles marketing différents. Et je crois que j'ai une vidéo qui est propre, j'ai une vidéo qui est propre à cet exemple-là où je traite ce sujet vraiment plus en détail. Les performances qu'on va chercher là-dessus sont redoutables. Donc sache que ton discours, et c'est lié évidemment à du copywriting, mais c'est une partie qui est très importante parce qu'elle te permet d'avoir de la cohérence dans ton funnel. Ensuite, je dirais qu'une autre astuce d'optimisation e-commerce qui est assez peu respectée, qui va pouvoir peut-être te sembler basique, mais en fait je vois les 3/4 des marques qu'on audite ou avec lesquelles on commence à bosser qui cochent pas ces cases-là, c'était description produit. Et dans description produit, je parle pas juste du champ de texte à remplir à l'intérieur de Shopify, ok ? D'ailleurs, on évite souvent les gros pavés de texte parce que personne ne les lit. Même si tu as des mots en gras, etc., réduis-les parce qu'on n'a pas le temps et on a besoin que ce soit scannable. Limite, je descends ma tête comme ça et je veux capter ce que ton produit fait. Donc, on intègre beaucoup d'éléments visuels, des vidéos, etc. Mais surtout, tu as un bon produit. Je suis sûr que tu as un bon produit si tu regardes cette vidéo ou si tu cherches à optimiser ton site. On t'est peut-être attaché à ton produit, c'est très bien. Et en fait, je me rends compte que c'est en call avec des prospects ou des clients que je me rends vraiment compte des values qu'ils ont eux, de la puissance de leur produit, à quel point il est bien ou pas bien, parce que l'information n'est pas présente sur les fiches produits. Et ce qui semble évident pour eux, il n'est pas forcément pour ton utilisateur final. Donc si tu produis en France, mets-le. Montre que tu maîtrises ton process de fabrication, montre que tu es proche de tes fournisseurs ou des personnes qui produisent le produit, montre que tu es capable de livrer le produit en circuit court et de justifier ou découper ton prix pour les marques qui vont le plus loin possible là-dedans, mets le nombre de kilos utilisés en CO2 dans l'acheminement et la livraison du produit. Bon, là je suis vraiment sur le côté green, mais outre ça, défonce chaque objection client à l'achat. Alors, tu as des objections qui sont liées à la prise de décision pure. Est-ce que ton produit répond aux bénéfices ou aux bienfaits? Est-ce qu'il me permet de résoudre mon problème? Mais tu as les objections qui sont liées aux frictions qu'on peut avoir dans
dans le funnel, sur les tarifs de livraison, l'acheminement du produit, les durées, les conditions d'utilisation ou d'entretien, etc. Tout ça, toutes ces infos, elles doivent être répondues dans ta fiche produit. Et je vois souvent des fiches produits bien trop légères, bien trop soft, qui ne répondent pas à ces choses-là, parce que vous avez caché ces informations-là sur les pages savoir-faire, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la marque, etc. Des pages que personne visite. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre ces informations là-bas et je les réunis au même endroit, parce que les utilisateurs, quand tu les rediriges vers ta page produit, il y en a très peu qui en sortent, et tu dois envoyer la sauce, parce que tu as la chance de pouvoir convertir des utilisateurs sans leur parler un à un. Alors franchement, je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui devraient parler un à un à ces utilisateurs-là, comme ça ils sauraient déjà comment structurer un petit peu mieux leur fiche produit. Mais bref, t'as pas envie de le faire, je sais. Donc, dans ce cas, prévois ces réponses dans un premier temps, ajoute un peu de données pour quand même essayer de structurer ton discours et de répondre aux bonnes questions, et balance la sauce sur ta fiche produit, parce que les gens vont pas en sortir et qu'ils vont chercher les informations dessus. Donc ça fait 3 optimisations. Tu vois, je parle beaucoup, mais quand je suis lancé, c'est quand même intéressant. Je pense, tu me diras. Est-ce que le thème full stack est encore actif et mis à jour? J'ai 2 produits. En fait, j'en avais 8 ou 9, mais j'ai tout kill il y a 2-3 ans, parce que même moi, je comprenais plus ce que je faisais. Tellement j'avais testé de formations, de produits, de trucs dans le genre. Maintenant, on a 3 produits. Okay. On a l'agence, qui est 90% de mon attention. À moi, hein, parce que je suis pas tout seul. Mais on a l'agence. 90% de l'attention se passe sur l'optimisation de boutiques e-commerce qui font plus de 1000 transactions par mois. On a le thème. Le thème s'adresse à la cible que l'agence ne cible pas. C'est-à-dire les e-commerçants qui débutent jusqu'à atteindre ces 500 000 transactions par mois, parce qu'on fout toutes nos conclusions qu'on tire dans l'agence, parce qu'on développe des tonnes de composants et qui sont prêts à être intégrés quasiment sur le thème. Évidemment, on doit les rendre éditables, les intégrer correctement, etc. On les fout à l'intérieur du thème. Donc on a un produit qui est super complet, qui est très rapide, qui répond aux besoins du SEO et qui est très simple à prendre en main parce qu'on connaît Shopify par cœur, et avec des composants qui sont efficaces parce qu'on les a testés pour la plupart. On sait qu'il n'y a pas de généralité, mais quand tu as un composant qui marche 9 fois sur 10 et qui peut potentiellement être utilisé par 80% de tes utilisateurs sur le thème, on le met dedans. Donc oui, le thème est encore actif et il l'est même plus que jamais. Parce que moi, le thème, c'est mon premier produit en e-commerce. Aujourd'hui, on a une vraie équipe dessus, que ce soit au support, sur la partie de développement, parce que c'est la team de deployers qui s'occupe des optimisations et des améliorations techniques du thème. On a une grosse structure sur la manière dont on a fait l'espace membre, avec des interventions de partenaires avec qui on bosse sur des clients de l'agence pour vous apporter un max de valeur. Et donc, on a un bel écosystème dessus. Et j'ai un troisième produit qui est la formation Convertify, dans laquelle, ça c'est pareil, c'est un des premiers produits que j'avais lancé en même temps quasiment que le thème. Donc on t'apprend en fait la structure et comment fonctionne le code de Shopify, jusqu'à créer potentiellement ton propre thème Shopify, parce que tu sais comment Shopify fonctionne, on t'a appris la technique sur Shopify, et avec du temps et de la pratique, techniquement tu devrais arriver à créer une base de thème. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de pratique, bon, on en reparlera. Quelle est votre stratégie avec le thème full stack? Bon, bah, je te l'ai un peu teasé. Notre stratégie avec le thème full stack, c'est de tuer le marché en termes de prix, parce qu'on offre un outil qui est beaucoup plus complet que tout ce qu'on a sur la partie thème et qu'on vend à 12,90 par mois, qui est de manière... si on compare, c'est juste le prix d'une micro-application, alors qu'il en réunit plus d'une quarantaine à l'heure où je te parle, et qu'il y a tout un environnement autour. On ne fait pas beaucoup de rentabilité avec le thème, mais on s'en fout. On veut faire de la masse, fournir un outil qui est puissant, commencer à éduquer pour espérer pouvoir récupérer, 0,5% des utilisateurs du thème un jour dans l'agence, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on s'éclate. C'est là-dessus que, évidemment, on fait plus de profit, mais voilà, le but c'est de construire un écosystème qui soit lié au e-commerce, qui s'auto-suffit, ou je ne sais pas comment on dit, mais c'est juste de dire que l'agence demande certains critères et que tous les contenus qu'on a mis à l'intérieur du thème, y compris l'outil, te permettent d'aller chercher ces critères-là, et on espère que tu généreras beaucoup plus de rentabilité en utilisant nos outils et en suivant nos conseils pour qu'on puisse potentiellement un jour bosser ensemble sur l'agence. Voici la strat. Quelles sont les problématiques rencontrées dans le lancement, entretien d'un thème Shopify? C'est la dernière question, si tu en as d'autres. J'en ai zappé plein, hein, mais après j'utilise aussi ces questions dans mon sens pour t'update un peu sur tout ce qui se passe.
même si je pourrais encore une fois en parler pendant des heures et des heures, parce qu'on bosse tous les jours. Mais les problématiques principales rencontrées dans le lancement-entretien d'un thème Shopify, je vais en sortir une seule. C'est la plus importante, et c'est ce qui nous a freiné pendant des mois, parce que là on a de l'acquisition qui tourne sur Facebook sur le thème, j'attends ça depuis 2 ans, de relancer des pubs sur Facebook. Et on s'est pas retenu de le faire parce que le produit n'était pas là, parce qu'il a toujours été là. On s'est pas retenu de le faire parce qu'on pouvait pas le faire ou parce qu'on sait pas lancer des campagnes, au contraire. On s'est retenu de le faire parce que le produit était pas stable et parce que si on bombardait en acquisition, parce qu'on connaît le discours, on connaît les besoins des e-commerçants, donc on sait qu'on va s'aligner à un moment, même si ça va nous demander de l'itération comme toujours, eh bien on n'avait pas un produit stable, et si on scale l'acquisition et qu'on fait rentrer 10 fois plus de membres, qu'on faisait rentrer 10 fois plus de membres, eh bien on faisait 10 fois plus de support. Et on scalait le support client en même temps qu'on scalait le nombre de membres sur le thème, et c'est pas le but du produit. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes, de vous fournir un outil qui est efficace, qui est simple à prendre en main, sur lequel il n'y a pas une grosse courbe d'apprentissage. C'était les premières erreurs qu'on avait. Et ce qu'on avait aussi avant sur les premières versions du thème, c'est que c'était un outil qui était tellement personnalisable qu'il y avait des dizaines de milliers d'issues possibles, comme aux échecs. Plus tu bouges de pièces, plus il y a de possibilités. Et bien nous, en fait, à chaque fois, on avait un nouveau problème d'utilisateur qu'on n'avait jamais vu. Parce qu'il était parti dans des issues que même nous on ne pouvait pas anticiper tellement il y avait de choses qui étaient personnalisables, et donc limite, même en tant que thème technique, quand tu résolvais ce bug là, tu crées un bug ailleurs et tout, etc. Bref, c'était un bordel. Donc ça a mis 2 ans à repartir d'une base saine, bien réétudier, comprendre et suivre évidemment les besoins des e-commerçants. Alors heureusement qu'on a l'agence pour faire ça, parce qu'on suit une vingtaine de boutiques au quotidien, et de créer un produit autour de vos besoins qui soit simple d'usage. Tu vois, on a créé un système de modèle en un clic par exemple, on te donne des structures préfaites en fonction de tes objectifs, en 30 secondes tu as un thème qui est en place, tu as juste à faire un texte à trous, ta boutique elle est lancée. Et ça avant c'était inconcevable, parce que tu avais une boutique où il fallait déjà 3 mois pour commencer à comprendre comment le thème fonctionne. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'était notre plus gros challenge. Créer un thème, c'est pas si compliqué. Bon, je dis ça parce qu'on a une team technique et qu'on est capable de tout faire, comme je te disais. Mais le plus compliqué, c'est de prévoir tous les cas possibles, tous les cas de figure, et de limiter les problèmes qu'il peut y avoir, parce que plus tu as de problèmes, plus tu as de support, et plus tu enfonces ta team de support, ou toi, si c'est toi qui gères le support, ce qu'on a fait pendant très longtemps et ce qu'on fait encore un tout petit peu, tu l'enfonces, plus tu vas faire croître ton thème, et au final tu te crées un gros poison au lieu de créer une boîte ou même un produit qui est au service de ta vie ou de ta rentabilité, et surtout de mettre l'énergie au bon endroit. Parce qu'au final, voilà, moi j'ai une ressource en développement, où admettons que je suis développeur sur le thème. En fait, c'est soit je passe ma journée à régler des problèmes existants que j'ai créés, ou à coller des bouts de scotch, soit j'ai pas de retour, donc je suis concentré à améliorer ou à créer des nouvelles fonctionnalités. Voilà, maintenant c'est ce qu'on fait, et ce qu'on a mis très longtemps à créer. C'était le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que cette vidéo elle t'a plu en tout cas. C'est même quasiment un one shot. Ça fait du bien de pas être scripté, de pas être dans une case tout le temps, et maintenant on va fonctionner comme ça, parce que j'ai plein de trucs en tête, et je te dis, je suis prêt à te balancer une 50aine de contenus. Je dois juste m'assurer qu'ils sont pertinents, qu'ils vont rester dans le temps et qu'ils vont pas devenir obsolètes. Pour la pertinence, ça va, parce que comme je te dis, on maîtrise notre cœur de métier. J'ai hâte de te balancer une tonne de contenu, et surtout, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ce sera stable, et donc je ne vais pas me brûler les ailes non plus et de balancer 50 vidéos par mois. On va y aller juste une par une, et s'assurer qu'il y a du contenu tout le temps et qu'on ne va plus s'arrêter. Voilà, allez, je te dis à bientôt. En tout cas, ça fait plaisir. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires, et on se voit très vite.